Retour vers le futur, Michael Jackson, le Minitel ou encore les premiers jeux vidéo. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre tous ces éléments-là ? Une période. Une époque qui façonna la majorité de la pop culture actuelle et qui l'a rendue au fil du temps immortelle. Une ère où l'on imaginait un futur comme dans Blade Runner, où l'on pensait que les overboards arriveraient bel et bien en 2015, à mon grand désarroi d'ailleurs. Cette époque-là, certains d'entre vous l'ont vécu, ceux de ma génération en l'occurrence non, et voient aujourd'hui ça comme une époque où tout allait bien. Cette époque en question, je veux bien sûr parler des années 80. Alors comment cette époque est devenue aussi culte? Pourquoi aujourd'hui on parle de nostalgie en mentionnant ces années-là? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est devenue aussi importante et qu'on la considère aujourd'hui comme le berceau de la pop culture? Bonjour à tous, je suis Eldorak et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener dans un voyage dans le passé afin de découvrir pourquoi est-ce que les années 80 sont aussi cultes et surtout si cette nostalgie est véritablement justifiée ou non. Certains d'entre vous doivent se poser la question, quel a été l'élément déclencheur? Quel est le produit culturel qui a démarré cette incroyable explosion? Et bien pour répondre à cette question, il nous faut remonter quelques années en arrière, en 1977 avec la sortie d'un petit film indépendant créé par un type du nom de George Lucas, et je pense que vous l'avez bien compris rien qu'au nom du réalisateur. Ce film, c'est La Guerre des Étoiles, aussi connu sous le nom de Star Wars. Vous connaissez tous au moins de nom ce qu'est Star Wars et tout l'héritage que ça a créé autour par la suite en devenant ne serait-ce qu'à l'époque le premier blockbuster de science-fiction, et je précise science-fiction, puisque le premier blockbuster considéré comme tel est Les Dents de la Mer de Steven Spielberg sorti 2 ans auparavant. Et si on veut remonter encore plus loin, on a 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick sorti en 68, qui est un film je pense bien trop compliqué pour les jeunes pour être considéré comme un film blockbuster de science-fiction. Et rien qu'à l'époque, Star Wars fait déjà rentrer des millions de personnes en salle, avec majoritairement des ados et des familles, créant des files d'attente interminables, et qui marquera par la suite le début de l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. Ce film réalisé et imaginé entièrement par George Lucas, qui réalisa quelques années auparavant American Graffiti, et également THX 1138 en 1971, qui fut d'ailleurs son premier long métrage de science-fiction. Mais aucun des deux films n'effleurera ne serait-ce qu'un tout petit peu le succès qu'a eu Star Wars, qui créera un gigantesque tremblement de terre dans l'industrie du cinéma avec ses effets visuels, sa gestion du son montage et surtout sa musique. Parce qu'il faut le dire, comment mentionner Star Wars sans son compositeur phare, Monsieur John Williams, qui sera d'ailleurs l'auteur des bandes originales les plus iconiques du cinéma, avec bien sûr d'autres personnes du milieu. On pense à Hans Zimmer, on pense à Ennio Morricone. Mais du coup, pourquoi ce film particulièrement? Pourquoi Star Wars, un film d'un jeune réalisateur qui avait pourtant réalisé des films moins impactants que ses compères de l'époque? On parle quand même de Steven Spielberg et Francis Ford Coppola. Je parle d'eux parce qu'ils étaient très amis, hein, les trois. Voilà, c'est pour ça que je parle d'eux. Bouscula une industrie tout entière avec un seul film. Il faut savoir qu'à l'époque, aucun film n'avait autant misé sur la science-fiction. Étant donné qu'on parle quand même d'une époque où la technologie n'a rien à voir avec celle de maintenant, et il était difficile de façonner de vrais effets spéciaux, la particularité avec Star Wars, c'est qu'ils ont été les premiers, parmi les premiers en tout cas, à utiliser ce qu'on appelle des blue screens, de grands écrans bleus qui permettent en fait d'incruster en post-prod à peu près n'importe quoi. C'est ce que la majorité des studios hollywoodiens utilisent aujourd'hui, je pense à Marvel, je pense à DC, je pense que vous connaissez. Et à l'époque, mine de rien, c'était drôlement bien fait. Ce qui façonna aussi la légende de ce film, et qui le plaça comme l'une des œuvres les plus importantes du 7e art, c'est son méchant iconique Dark Vador. C'est le premier vrai méchant au cinéma non adapté d'un livre ou reprise à droite à gauche. C'est la première fois qu'on voyait un type pareil, froid, imposant, charismatique et surtout aussi menaçant. Et mine de rien, Vador va malgré lui être le catalyseur pour la création de nombreux méchants iconiques. Restez bien sur la vidéo parce qu'on va en aborder quelques-uns que je pense vous connaissez. La Guerre des Étoiles, ce n'est pas la seule œuvre qui marqua les années 70, puisque durant cette décennie on aura droit à des films qui verront une nouvelle génération d'acteurs et de réalisateurs qui deviendront également à leur tour des légendes dans des films comme dans par exemple Le Parrain 1 et 2 de Francis Ford Coppola, qui verront briller les jeunes Al Pacino et Robert De Niro, qui lui-même brillera quelques années plus tard dans Taxi Driver de Martin Scorsese, un jeune réalisateur new-yorkais qui aura une petite carrière pas exceptionnelle. C'est aussi et surtout l'arrivée des films d'horreur avec, comme mentionné plus tôt, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, mais aussi les excellents Massacre à la tronçonneuse, Carrie au bal du diable et surtout Alien le 8
8e passager. Nous avons également Halloween de John Carpenter et surtout l'immense L'Exorciste de Monsieur William Friedkin, qui à la manière d'un Alfred Hitchcock a su marquer le cinéma avec ses œuvres absolument terrifiantes et surtout marquantes. Les années 70 verront également l'avènement du jeune Sylvester Stallone dans l'excellent Rocky sorti en 1976 et surtout l'enchaînement de chefs-d'œuvre du grand Stanley Kubrick avec Orange Mécanique en 71 et Barry Lyndon en 75. Bon, il aura d'autres films dans les années 80, vous allez voir que il reste encore du lourd. Et bien sûr, il y a plein d'autres films qui sont sortis dans cette période-là, mais je vais pas vous mentir qu'il y a tellement de films que ça va être très compliqué de les aborder en une seule vidéo. Au-delà du cinéma et de la pop culture, les années 70, ce sont surtout des années où l'innocence du grand public saute et où les codes changent extrêmement vite, avec la fin du mouvement hippie et le début de différents mouvements radicaux et libéraux, qui prenaient à l'époque la liberté pour chaque individu. Du moins dans la plupart des mouvements de l'époque. Mais rien n'est tout rose cependant, puisqu'aux États-Unis, dans les années 70, c'est également l'époque où les tristement célèbres tueurs en série feront trembler l'Amérique avec des profils que vous devez sûrement connaître, au moins de nom, avec pour commencer Charles Manson, qui est à l'origine du meurtre de Sharon Tate en 1969, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Ted Bundy, connu pour avoir assassiné pas moins de 37 victimes, majoritairement des femmes, John Wayne Gacy qui assassina plus de 33 personnes, et bien évidemment Jeffrey Dahmer que vous devez sûrement connaître à cause de la série, et qui a assassiné plus de 17 hommes. Des années assombries à cause de ces individus qui ne seront malheureusement pas les seuls à effectuer des meurtres durant cette décennie. Pour le cinéma, c'est une époque qui marque la fin des films nunuches et irréalistes pour faire place à des films plus terre-à-terre et plus sociaux. Dans la musique, c'est le début de jeunes artistes comme David Bowie ou encore Queen, qui seront de véritables pionniers dans les années 80-90, et bien sûr Michael Jackson qui continuera dans sa lancée encore quelques années avec les Jackson 5, avant de lancer son premier album solo avec Off the Wall. Le monde arrive donc dans les années 80 avec des bases assez solides, et vous allez voir que la décennie va commencer en grande pompe. Depuis le début de cette vidéo, vous l'avez compris, on va principalement parler d'à quel point les années 80, d'un point de vue socio-culturel, a énormément marqué le monde et notamment surtout de l'impact qu'elle a eu par la suite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le début des années 80 va marquer un très grand coup, que ce soit en matière de cinéma, musique ou encore jeux vidéo. Puisque rien que sur l'année 1980, l'industrie culturelle verra la naissance de plein d'excellents films, dont mon film préféré d'horreur entre guillemets, qui est dans mon top 10 all time, The Shining de Stanley Kubrick. Nous aurons également La Boom en France, qui sera un petit succès, voilà, succès que beaucoup encore se souviennent, et surtout la suite de Star Wars, l'Empire contre-attaque, qui roulera encore plus sur le box-office que le précédent opus, qui est à ce jour d'ailleurs considéré comme le meilleur Star Wars de l'histoire, n'en déplaise à ceux qui adoraient le 8. Moi aussi j'adore le 8, ou la prélogie, mais l'Empire contre-attaque est quand même unanimement connu comme étant le top du top. Voilà, bref, stop. Musicalement parlant, le groupe suédois ABBA s'illustre, avec notamment un titre que vous connaissez sûrement, mais également avec d'autres titres de certains groupes comme The Buggles avec Video Kill de Radio Star, qui vous parle peut-être pas comme ça, mais je pense que si vous faites 2-3 recherches, vous devez connaître. Et ça me permet d'ailleurs de faire une transition vers un élément qui a énormément aidé à changer justement l'industrie musicale à l'époque. Un instrument qui est d'ailleurs très utilisé encore dans les sons pop d'aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du synthétiseur. Alors je ne vais pas faire un giga développement sur ce qu'est le synthétiseur, vu que je suis pas forcément le plus grand connaisseur en la matière, mais globalement le synthétiseur c'est un instrument qui remonte dans les années 50 avec le tout premier synthé développé en 1952 par Harry Olson. In another field, music can now be produced entirely by electronics. No known instruments are involved. Et qui connaîtra ensuite de nombreuses décennies de développement avant de voir sa popularité exploser en 1982 avec le Yamaha DX7. Les fans de musique connaissent assez bien, je pense que voilà, au pire je vous laisserai faire des recherches. Le premier synthétiseur numérique assez facile de manipulation et qui permet en plus d'avoir des sons assez riches, ce qui donne ce rendu que l'on connaît aujourd'hui dans plusieurs sons. Le plus connu étant d'ailleurs Take On Me de A-ha, je pense que vous le connaissez également, petit extrait. Niveau jeux vidéo, l'année 1980 verra la naissance d'une petite boule jaune mangeuse de fantômes avec un certain Pac-Man, mais également Space Invader qui feront tous les deux retourner les salles d'arcade dans le début des années 80, avant l'arrivée d'un certain plombier à salopette rouge. Entre 1981 et 1985, la pop culture continuera de monter en puissance, notamment aux États-Unis, avec une floraison de films qui marqueront chacun un tournant, en commençant en 1981 par la naissance de l'une des plus grandes sagas d'aventure de l'histoire, Les Aventuriers de l'Arche perdue.
qui deviendront d'ailleurs une trilogie que vous connaissez très bien, la trilogie Indiana Jones. Et je sais qu'il y a eu 5 films, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de mentionner ne serait-ce que le dernier? Dans le même temps, la musique connaît les premiers succès de U2 et d'une certaine Céline Dion, mais également les malheureux décès de Bob Marley et Georges Brassens. Et dans le jeu vidéo, un grand gorille fera sa toute première apparition contre ce fameux plombier en salopette rouge. L'année 1982 verra l'arrivée de nombreux films devenus iconiques, vous allez voir que cette phrase va se répéter pas mal, comme The Thing de John Carpenter, qui sera considéré dans les critiques comme le plus grand film d'horreur de tous les temps, E.T. réalisé par Steven Spielberg, un petit extraterrestre qui fera pleurer de nombreuses générations d'enfants, et puis un film qui lancera la mode du cyberpunk, dans la culture pop en tout cas au cinéma, explorant un futur dystopique, l'incroyable Blade Runner de Ridley Scott. Cette même année 82 sera marquée par la sortie de l'exceptionnel album Thriller de Michael Jackson, qui sera l'album le plus vendu de l'histoire de la musique, et qui marquera d'ailleurs un énorme tournant dans sa carrière de chanteur. L'année 1983 verra la fin de l'incroyable trilogie Star Wars, du moins la trilogie originale, avec le retour du Jedi, mais également un autre film qui nous introduira l'un des personnages les plus marquants des années 80, un certain Tony Montana incarné par Al Pacino dans le film Scarface de Brian De Palma. De l'autre côté, Michael Jackson continuera de rouler sur l'industrie musicale, ABBA se séparera et le jeu vidéo connaîtra un crash monumental qui sera bénéfique pour Nintendo qui sortira la même année Mario Bros sur sa future console NES. En 1984, le monde fait la connaissance du T-800, un personnage froid interprété par le 7 fois Mister Olympia, l'Autrichien Arnold Schwarzenegger dans The Terminator de James Cameron, issu tout droit d'ailleurs des cauchemars de celui-ci, et qui fera faire aussi des cauchemars à plusieurs enfants, voilà, c'est super, j'adore le combo, comme au bowling. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul à rentrer dans les cauchemars des gens, puisqu'en 1984 sera également l'arrivée au grand écran de Freddy Krueger dans A Nightmare on Elm Street. Sergio Leone réalisera son tout dernier film, Il était une fois l'Amérique, avec Robert De Niro, qui ne sera même pas d'ailleurs nominé aux Oscars, c'est une honte. Côté jeux vidéo, Tetris fera sa toute première apparition dans les salles d'arcade, et côté musical, ça bouge pas mal. Michael Jackson se brûle sur scène, et le public fait la connaissance de nouveaux artistes comme Whitney Houston, Bon Jovi ou encore George Michael, qui était énormément populaire à l'époque de Wham, mais qui se lança en solo avec une musique que beaucoup connaissent. Mais c'est en 1985 qu'un film en particulier viendra changer et bousculer toute cette vision des années 80 et qui va particulièrement lancer ce mouvement nostalgique, un certain retour vers le futur. Bon, techniquement, le premier volet posera surtout les bases de ce que seront la saga de la très célèbre DeLorean, avec le style vestimentaire de Marty et l'ambiance purement 80s, cassage de code de l'époque. Mais c'est surtout le deuxième volet qui sera le véritable visage de cette époque. Je vais pas faire une analyse poussée de Retour vers le futur, mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est un film qui marqua autant les gens? Parce que c'est un film intemporel. C'est ce qui fait toute la force de Retour vers le futur, le fait que le film utilise des éléments scénaristiques qui rentrent dans les codes des années 80, à savoir de l'aventure, de l'humour, de la folie ou encore une non prise de tête totalement assumée, qui en fera un film totalement intemporel, notamment parce que ces codes-là fonctionnent encore aujourd'hui. La même année en jeu vidéo sortira Super Mario Bros, qui sera l'un des plus grands succès de la console japonaise, la NES. Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Cependant, la deuxième moitié de la décennie s'ouvrira avec une nouvelle assez sombre, puisque c'est en 1986 que la catastrophe de Tchernobyl aura lieu en Ukraine, à l'époque encore membre de l'URSS, qui fera de nombreuses victimes et de nombreuses personnes seront atteintes d'un cancer suite à cet événement. Pour revenir à quelque chose de plus joyeux, c'est en 1986 que l'industrie du jeu vidéo va prendre un tournant avec l'arrivée de nombreuses licences comme The Legend of Zelda, Castlevania ou encore Kid Icarus. Oui, même moi ça m'a surpris de voir Kid Icarus aussi loin, je savais pas que ça datait de 86. 86 sera également une bonne année pour le cinéma avec des films, bon certes un peu moins colorés, Alien le retour de James Cameron, La Mouche de David Cronenberg ou encore Platoon réalisé par Oliver Stone, et verra aussi l'explosion à l'international de Hayao Miyazaki avec Le Château dans le ciel qui avait d'ailleurs auparavant réalisé Nausicaa de la vallée du vent, qui seront les deux premiers films du studio Ghibli que je pense vous connaissez. Voilà, un studio japonais extrêmement connu. Dans la musique, Madonna fera encore polémique, vous allez voir d'ailleurs que je vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais Madonna les polémiques, elle connaît, elle adore ça. 1987, comme l'année précédente d'ailleurs, c'est encore une fois l'année du jeu vidéo, avec l'arrivée de nouvelles licences comme Mega Man, Final Fantasy, Metal Gear ou encore Punch Out. La NES de Nintendo continuera de mettre une tollée à absolument toutes les autres consoles, et le studio japonais deviendra le numéro 1 au monde dans l'industrie du jeu vidéo.
Au cinéma, on danse, on part à la guerre, on tue le Predator et on a peur avec Hellraiser et le deuxième volet de Evil Dead. Pendant ce temps, Michael Jackson, de son côté, sortira l'album Bad, un carton une fois de plus, qui roulera complètement sur le reste de l'année. Comme toutes les autres années finalement, hein, Michael Jackson dans les années 80, c'est clairement le roi. 1988 sera une grosse année en termes de cinéma cette fois-ci, avec la sortie de Piège de cristal, qui sera le tout premier succès de Bruce Willis et d'Alan Rickman, qui débutera d'ailleurs avec ce film, on n'a pas tous la même chance. Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur, qui va encore une fois signer une masterclass. Mais également 3 films qui vont sublimer l'animation japonaise, avec Akira, Mon voisin Totoro ou encore Le tombeau des lucioles. Que des bangers. Et honnêtement, l'année 88, elle est vraiment très riche en films. Il y a tellement de films cette année-là que ça va être très dur de parler de tous. Du coup, je vous les affiche tous là parce que c'est pas possible. Et enfin, la fin des années 80 se ponctue par un événement majeur dans le monde, la chute du mur de Berlin en novembre 89, et qui marque également le début de la réunification entre les deux Allemagnes. Ça, c'était pour le petit point de vue historique. Cette même année, pour finir la décennie, sortiront 3 excellents films. La fin de la trilogie Indiana Jones avec Indiana Jones et la dernière croisade, mais également le film Batman de Tim Burton, et surtout l'immense Retour vers le futur 2 qui est, en plus d'être la suite directe du premier, nous conduira cette fois dans la vision futuriste des années 2000 vue par les personnes des années 80 et qui participera énormément à cette espèce de vision rétro-moderne et sera également l'un des piliers de ce qu'on appellera plus tard la rétro-wave, un mouvement artistique qui associe des éléments visuels propres aux années 80 avec les néons, des couleurs qui rappellent Miami Vice ou encore une esthétique rétro propre à ce mouvement. C'est pas facile à expliquer comme ça, mais c'est un mouvement qui est assez complexe et qui englobe d'ailleurs plein d'autres mouvements, donc si vous voulez je peux également vous faire une vidéo dessus, ça me ferait grave plaisir, de toute façon vous l'avez vu, c'est un petit peu l'esthétique de ma chaîne. Bref, pour revenir au cinéma, ce film Retour vers le futur 2 est assez important pour l'histoire des années 80, puisqu'il marque non seulement la fin d'une décennie de découverte, de liberté et d'esthétique unique, mais rentre définitivement dans la légende comme étant le visage de cette décennie. C'est vraiment le film en fait qu'on associe aux années 80 quand tu penses directement à cette décennie-là. Bon, après cette énorme partie, laissez-moi un petit peu vous parler du ressenti global des gens qui ont vécu justement dans les années 80, puisque vous allez voir que un mot va notamment revenir très souvent, puisque oui, je me suis renseigné un petit peu sur internet avec divers témoignages de personnes ayant vécu à cette époque, et ce mot c'est insouciance. Pour beaucoup de personnes, les années 80, ce sont les années où les codes n'étaient pas encore totalement installés et ancrés réellement dans la société, où l'apparence et l'aspect esthétique n'étaient pas au centre des attentions, et au niveau santé, les connaissances sur les grosses maladies comme les cancers, les sida et tout, c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. En d'autres termes, l'insouciance collective font que cette décennie en particulier est plus marquante que les autres puisqu'elle marque une époque où tout semblait plus simple, où les différents contextes géopolitiques, malgré toutes les guerres que cette décennie a connues, n'étaient pas au centre des attentions. La décennie 80 a donc été marquante pour énormément de raisons, et beaucoup diront la même chose, ils se sentaient plus libres, plus fougueux, moins conscients des répercussions que pouvaient avoir leurs actes. Les réseaux sociaux et internet n'étaient pas là pour polluer l'esprit des gens, et ils vivaient simplement sans se préoccuper du reste. Alors doit-on être nostalgique de cette époque? Ça j'en sais rien. Ce que je sais en revanche, et c'est pas pour parler de vieux jeux, c'est qu'il est plus favorable quand même d'avancer avec son temps et avec notre époque actuelle. Histoire qu'on puisse quand même enseigner aux générations futures ce que nous on a vécu, que ce soit en bien ou en mal. Peut-être que les années 80 ont été parmi les meilleurs que ce monde ait connu, c'est possible, mais rester bloqué dans le passé, dans un contexte que nous, Gen Z, n'avons pas connu, c'est à mon avis pas forcément la chose la plus utile. Autant avancer avec son temps et profiter avec nos proches tant qu'ils sont encore là. Du coup, est-ce qu'on a vraiment répondu à la question au final? Les années 80 sont cultes parce que les produits culturels de l'époque ont façonné notre culture moderne. Elle est devenue si culte que les studios de cinéma sont obligés de faire des remakes ou des suites plutôt que de créer de nouvelles licences. Et finalement, est-ce que c'est une bonne chose? La raison pour laquelle cette époque est aussi culte, c'est parce que c'est une décennie où les studios n'avaient pas peur de créer et tenter des trucs parfois même foireux. C'est pas pour me la jouer boomer que je dis ça, je suis le premier à adorer découvrir les produits des années 80, mais est-ce que c'est pas mieux pour le bien de notre culture actuelle de mettre notre propre empreinte sur ce monde, de créer notre propre pop culture, qui j'espère marqueront les années dans 30-40 ans? Personnellement, ça me semble être le ressenti le plus logique. Maintenant, il y a encore beaucoup de questions sans réponse, et pour ça, je vous laisse débattre en commentaire. Je vous laisse sur ces mots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à la faire et à l'écrire, et je croise les doigts d'ailleurs pour qu'elle ait autant de succès que celle de Chris Benoit. D'ailleurs, je vous remercie énormément les gars, putain, vous avez géré de fou. Franchement, votre soutien dans les commentaires de la vidéo, ça m'a fait tellement plaisir, franchement, merci énormément. Pour ceux d'ailleurs qui veulent soutenir la chaîne encore un peu plus, j'ai ouvert une page Tipeee qui vous permet en fait de me soutenir financièrement à hauteur de vos moyens, les gars, franchement, vous embêtez pas. Qui permettrait d'investir dans un nouveau matériel pour les vidéos et qui permettrait d'améliorer un petit peu le contenu pour vous. Et pour ceux qui le souhaitent pas, vous pouvez directement liker la vidéo, commenter, partager et surtout vous abonner, ça me ferait grave plaisir. En plus de ça, ça m'aiderait pour le référencement, y a pas de problème, je serais grave heureux. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Eldorak, ciao ciao.